Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous, excellente matinée, très heureuse comme chaque dimanche d'être parmi vous ce matin. En tout cas, vous accompagner jusqu'à 9h30 avec toutes les rubriques habituelles du dimanche matin, à savoir la rubrique sport. Ce matin avec Fatah, j'allais dire Fatah Boumedi, Fatah Abeda. Comment ça va, Fatah? Bonjour Amel, ça va, je te remercie. Très bien, on parlera sport dans un tout petit moment, bien évidemment des verts. Tout à fait, particulièrement des verts. Particulièrement des verts dans un tout petit moment. Et nous aurons également les rubriques, à savoir Samira Hadjarmar dans sa rubrique Écume et patrimoine. Elle viendra nous faire un gros plan sur le tapis d'Et Hichem. Bien sûr, c'est un véritable tableau, comme disait Samira, une œuvre d'art plus particulièrement. Elle nous parlera bien sûr de ses traditions et de ce savoir-faire bien de chez nous. Nous parlerons bien sûr de Yennaïr avec Flab Nour, qui depuis avant-hier, elle est bien sûr au taquet, comme on dit. Elle a fait partie donc de cette caravane qui a donc pris le départ depuis la gare d'Alger vers Beni Abbès. Hier, on a pu avoir un état donc, des lieux donc, de cet événement avec Fla, puisqu'elle nous a fait aussi un direct depuis la ville de Beni Abbès avec le souk de Beni Abbès, toujours dédié à Yennaïr. Aujourd'hui, elle continuera avec une invitée qu'elle aura parmi elle. Donc, elle nous parlera bien sûr elle est membre du jury. Il s'agit donc de Linda Gershoud qui sera parmi nous tout à l'heure avec elle pour nous parler bien entendu de sa participation à cette caravane. Et puis on aura aussi des invités, tout un programme dédié à Yennaïr au niveau donc de l'Opéra d'Alger. Nous aurons à cet effet la chef de département artistique de l'Opéra d'Alger, Sabrina Natouri, et une artiste qui va participer à cette belle soirée à partir donc de 19h. Nous aurons également un chorégraphe sur notre plateau. Il vient nous parler donc de ce vivier donc d'Algériens qui travaillent pour la danse et pour développer la danse contemporaine ici en Algérie. En tout cas, il a plein de projets, lui qui est une star internationale et qui s'intéresse de plus en plus à son pays d'origine. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très beau moment. Je vous invite tout de suite à apprécier cette chanson avant bien sûr, de parler sport et de décortiquer tout le match d'hier avec Fatah Abeda dans un tout petit moment. Je vous invite tout de suite à apprécier Tikou Bawin et Hadi Riwaya. On se retrouve juste après. كلك إحساس حبك حكاية يا للناس انتي رواية كلك إحساس انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية مدة وسنين كلك حنين أنا وياك عشناها الاثنين مدة وسنين كلك حنين أنا وياك عشناها الاثنين انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية لا ليلة ليلة
كيفاش ننساك يا ابن البشر انتي القمر في ليلة السمر كيفاش ننساك يا ابن البشر انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية Voilà, c'est une très belle chanson donc, du groupe Tikou Bawin. Et bien sûr, vous avez reconnu aussi le groupe Day. Tout de suite, comme je vous l'ai annoncé, nous allons parler sport avec Fatah Abada. Tout de suite, juste après cela. Rebonjour Fatah. Rebonjour Amel. Comment ça va? Oui, très Ça bien. va. On est un peu triste, hein, c'est clair, Triste mais pas déçu. mais pas déçu. Triste mais pas déçu, ML, parce que tout simplement, les Verts, les Fennecs, nos capés ont fait ce qu'ils devaient faire. Après 4 rencontres sans faute, j'allais dire, Oui. pour m'expliquer dès le départ, ML, devant nos chers téléspectateurs, le Nigeria mérite sa qualification. C'est une grande équipe C'est une qui grande a équipe. développé. Le match oui, était- tout à fait. voilà. Mais qui n'avait nullement besoin du coup de pouce de l'homme en. Allez, je vais dire en mauve, parce qu'il était en mauve, mais Tout à on les fait. appelle les hommes en Il noir. n'avait pas besoin du coup de pouce. N'avait pas du tout besoin de ça pour passer en quart de finale. Nos joueurs ont été victimes d'une machination qui a commencé depuis bien longtemps. On le sait, on connaît l'origine. Mais la satisfaction, ML, c'est que maintenant on a un groupe. L'équipe nationale est en transition. C'est ça. Un mélange, un brassage entre des anciens et des jeunes. On voit des Maza, des Amora, des Boulbina. On est content, on voit Une l'avenir. belle cohésion Ah oui, hein, tout à dans fait. l'équipe, Oui, oui, oui. une belle entente. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais pour revenir au match d'hier, pour faire un petit débrief, d'ailleurs, les Verts, ils ont tenu une mi-temps, malgré qu'il y avait une certaine C'est domination. Mais on va voir les images de la première mi-temps. C'est voilà les actions de la première mi-temps. Quand on voit une action pareille, alors on regarde ML. Si ça c'est pas un penalty, moi je change de sport et je vais faire du water polo. C'est Parce ça. que alors on le revoit La main, 1 milliard la de main fois. n'a pas été sifflée. Très Voilà. très clair. Alors, Mais le ce monde qui est entier bizarre, l'a vu. ML. Non, mais ce qui est bizarre, ML, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'est même pas retourné à la VAR. Du tout. Même pas. Et même les gens de la VAR, même si l'arbitre ne l'a pas vu, il aurait pu être dans un mauvais angle, on ne l'a même pas appelé. Bien au Regarde, contraire. Là, avec un peu de cinéma, voilà. Ouais. Amora, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de Rien. dégager le ballon, il écope d'un avertissement. C'est ça. Ils ont tout fait pour faire sortir les Verts du match. Quand je dis ça. ils, je parle de l'arbitre qui était en service commandé. Non, mais il y a eu des réflexes comme là. Ça a été vraiment un réflexe de l'équipe et surtout donc du joueur. Voilà, Rami Ben Sebaini, Ben non, Sebaini. le ballon n'est pas totalement rentré. Non, il n'est pas totalement rentré. Il n'y avait pas de but sur cette action. Mais ce que je voulais que nos téléspectateurs et nous tous Sachent. revoyons et sachent, c'est que c'était prémédité. On avait vu le penalty. Parce que ML, même si j'ai dit au départ que l'équipe du Nigeria est une bonne équipe, C'est ça ça. c'était un match à élimination directe. Voilà. C'est-à-dire, au moment où on devait avoir un penalty, on était à 0-0. Ça aurait pu changer Complètement beaucoup. la donne. Bien Absolument, sûr, bien absolument. Je mène au score, il rentre au vestiaire avec C'est un ça. but en moins, ça va Voilà. changer. Bien sûr, le mental, On est en train de revoir l'action. Oui. C'est très clair, Amer. Il faut pas être myope, il faut être aveugle pour ne pas voir ça. C'est ça. On a
très bien vu. Alors, bien entendu, le mental en a pris un coup, surtout après le deuxième. Mais malgré ça, le public a redemandé Boulbina. Malgré ça, on pensait avoir un miracle encore. Un miracle, Mais- on l'a une ouais, fois. Un on l'a miracle, une on fois. l'a une fois. Mais je veux dire, il n'y avait pas les conditions pour que Boulbina fasse un autre miracle. D'ailleurs, on ne le laissait pas monter, on ne le laissait pas voilà, On va voir dribbler. on va voir les deux buts de cette équipe du Nigeria. Ouais. Deux buts qu'on a eu en deuxième période. C'était très très difficile en deuxième période parce que déjà les joueurs savaient qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Il y Ouais. avait quelque chose qui se tramait. Pour revenir à voilà, le premier but d'Osimhen, qui est un excellent joueur, Ouais. qui a repris de la tête un très joli centre venu du côté gauche. Mhm. Allez, ils nous ont eu à froid. Et là, c'est aussi le Encore une deuxième fois. but. Mais là, c'est La garde. Voilà, j'allais dire, les nôtres, ils voulaient remonter le score, donc ils montaient, ils laissaient des De billes plus en derrière. plus. Mais malheureusement, l'arbitrage sifflait à chaque action. Chaque action, les joueurs algériens étaient sifflés. Ah ben, c'est très simple, Amel. On a eu 7 avertissements durant ce match et on a échappé à un carton rouge. Vous savez à quel moment le Nigeria a eu le premier avertissement? À la fin. la 85e minute. C'est ça. 85 minutes pour avoir... Alors qu'il y en a eu. Il y en a eu des actions. C'était du physique. Ils sont forts physiquement. C'est Oui. pas une raison pour... Alors, C'est vous des voyez- gaillards, comme on dit. Vous voyez l'homme en mauve qui, à chaque fois qu'il voit les... Bon, là, c'est mérité. Le Oui. problème ne se pose pas pour Hadj Moussa. C'est ce qu'on appelle une réaction de dépit. C'est ça. Ah, il était un petit peu énervé, il avait perdu le ballon. Ça, c'est un avertissement mérité. Mais je reviens à dire que le point noir de cette CAN, et je suis C'est pas le l'arbitrage. seul à le dire, voilà. C'était l'arbitrage. On l'a vu. De toute façon, tous ceux qui suivent cette CAN depuis le début, il y a la Tanzanie aussi qui en a fait les frais. Il y a le Cameroun qui en a fait les frais. Le Cameroun, tout à fait. Alors, Tanzanie qui bénéficiait d'un penalty dans les derniers instants, le Cameroun qui bénéficiait d'un penalty à la fin de la rencontre, et les arbitres C'est ça. sont complètement absents Les quand il nôtres- s'agit d'une certaine équipe. Tout à fait. Les nôtres ont eu des cartons jaunes carrément sans avoir d'avertissement. Alors que surtout au début d'un match, c'est très difficile de donner. Il te sort du match. Voilà. Il te sort du match. Ouais. Pour un milieu de terrain, par exemple, comme Zarrouki, qui écope d'un avertissement à 15 minutes de jeu, Oui, c'est fini. trop. C'est fini. Là, il se retient. Oui. Il ne peut plus s'engager. C'est ça. Et les Nigérians ont joué sur ça, sur la provocation. Mhm. Je disais, je le répète encore une fois, le Nigeria est une excellente équipe Mhm. et qui n'avait nullement besoin, d'abord, D'un coup de- ni de faire des provocations, C'est ça. parce que nos jeunes étaient en train de jouer au football, Mhm. ni besoin du coup de pouce de l'arbitre. On va avoir des déclarations d'ailleurs à la fin, des déclarations de déception. Tout le monde était déçu, on est les premiers à l'être, mais On a presque donné des cartons jaunes aux supporters. Presque. Tout à fait. Non, mais Encore, il faut le dire. Je ne sais pas si vraiment. on va voir les images, Amel, de la déception à la fin. Et beaucoup de choses se sont passées, même après la rencontre. Beaucoup de choses se sont passées. Les journalistes qui ont été retenus en otage, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de solidarité Oui, de la part entre journalistes. entre journalistes algériens, que je tiens à féliciter, accompagné de notre ami Saïd Vlak, le responsable de la communication donc, de la au sein de fédération de football. ils ne se sont pas laissés faire. Il y a eu du grabuge avec un photographe ou un cadreur, et ils n'ont pas voulu quitter les lieux avant de le prendre avec eux. Et je leur tire chapeau. Chapeau. Ça montre la solidarité, Solidarité, des tout à fait. Algériens Tout à fait. quand ils sont à l'étranger. Bien sûr. Et bien sûr, il y a eu déjà donc, beaucoup d'histoires autour de cette CAN, avec bien entendu plein d'histoires autour de la vente des billets, bien d'autres choses aussi, du ballon. Mais- Voilà, plein d'histoires autour donc, de l'équipe. On vient nous Vraiment. raconter des histoires de bugs de plateforme, Mhm. alors que c'est des bugs dirigés, c'est-à-dire des bugs qui ne concernaient que l'équipe d'Algérie. Mhm. Ça ne rentre dans la tête de personne. D'ailleurs, Amel, quand je parle du match d'hier, quand je parle de tout ce qui se tramait Bien avant. bien avant, Une mauvaise publicité, hein, Tout à fait. carrément Les gens- pour l'équipe. hein. et les gens, même des journalistes de renommée mondiale, Mhm. d'ailleurs, il y a un journaliste, je me rappelle sa déclaration, il a dit, bon, allez, on va continuer le cinéma jusqu'à la fin et on va leur voilà. donner la coupe. On va leur donner la coupe d'Afrique du moment qu'ils font tout
pour avoir cette Coupe d'Afrique. C'est malheureux que le football en arrive là. En principe, le football, il est là pour lier les peuples, pour s'échanger. Et quand ça, clair. quand ça devient comme ça, c'est... Nous avons gagné une belle équipe, en tout cas. On rend hommage à cette équipe nationale, bien sûr. Ces jeunes qui sont pour la plupart tous dynamiques, tous brillants individuellement ou en cohésion, bien sûr, n'est-ce pas? Et je vous dis, Amel, que dans très peu de temps, moi je suis certain qu'on fera une superbe Coupe du Monde, mais dans très peu de temps, Inch'Allah. cette équipe va faire très très mal à tout ce qui lui fera face. En tout cas, on l'a bien vu, ils ont été plusieurs fois en conférence de presse, on les a écoutés, même le coach qui d'habitude est de glace, là hier, on pourrait en parler? Alors bien sûr, voir Vladimir Petkovic rouspéter, c'est que ça a vraiment. Bon. D'ailleurs, pour une anecdote, sur les réseaux sociaux, ils mettent 4 photos de Petkovic. Alors au réveil, quand il va se coucher, C'est pareil. quand il est content et quand il est énervé, Oui. c'est la même photo. Oui. De glace, de glace. Ben, À part hier. Hier, il ne pouvait pas tenir parce que c'était flagrant. C'était flagrant. Voilà, et son je dis équipe. encore une fois, c'est dommage. C'est dommage que. Et voilà, je devais signaler aussi ça, Amel. C'est une première mondiale, un arbitre qui refuse de serrer la main à une équipe. Les images sont là, je n'invente absolument rien du tout. A refusé de serrer la main aux joueurs algériens. Carrément. C'est triste, hein, C'est triste, c'est triste. pour une CAN et pour justement face au monde entier, hein, parce que tout le monde nous regarde. Ah oui, tout Oui. à fait, tout à fait. Bon, on pourrait parler des prestations, bien sûr, des joueurs qui ont été exceptionnels durant Tout à fait. cette CAN, Alors, le début de cette CAN. Avec des... Brahim Maza qui était C'est des découvertes aussi. méconnu, allez, je veux dire, en Afrique, et qui a eu 2 fois durant le premier tour, qui a été 2 fois choisi homme du match durant le premier tour. Tout à fait. Adil Boulbina, dans la première sélection en équipe nationale et qui a été élu. Amora qui commence à devenir... Qui est le favori aujourd'hui, hein, Tout à Boulbina. fait, Hein, tout tout le à monde fait. scandait son nom hier. Tout à fait. Et bien sûr, jusqu'à peut-être encore plus tard. Tout à fait. Et Que donc, vous connaissez bien, hein, Boulbina. Vous l'avez connu très jeune. oui, je le connais depuis l'âge de 7 ans, Oui. Boulbina, même quand il jouait à Djidjel avec l'équipe de la Sûreté nationale. Et c'est de là-bas d'ailleurs qu'il a été repéré par les gens du Paradou. Il a fait son petit bonhomme de chemin. Canal Algérie a été la première à l'avoir sur le plateau. On l'a eu sur le plateau de Canal Foot que j'animais la saison dernière. Et d'abord, C'est une belle découverte, et c'est pleine d'énergie. Pleine d'énergie. Et pour l'histoire, le rêve de Boulbina, c'est jouer à Manchester City. Ouais, il va être repéré, là, c'est sûr. Hein. Absolument. En travaillant, en continuant à travailler comme ça, il y arrivera, j'en suis certain. Voilà. En tout cas, bravo à toute cette équipe, bien sûr, à leur tête le sélectionneur et toute l'équipe, bien sûr, qui était derrière. Hein, Staff dirigeant, le staff médical, toute l'équipe de communication, toute la logistique, ils ont été très très forts, très solidaires et c'est de bon augure pour le futur. Voilà. Et vous avez un sonore là, on va voir peut-être l'équipe. Oui, je pense qu'on a des déclarations de déception, on va voir. Du public. Du on y va. public, effectivement, oui. Que c'était ça. Voilà, alors Riyad Mahrez qui a fait une déclaration justement pour dire que c'était sa dernière CAN. Hein. Il l'avait fait avant le début de la CAN. Il a dit, moi je suis certain que c'est ma dernière CAN, moi et certains autres cadres de l'équipe, mais je tiens à y participer, je tiens à aider mes jeunes coéquipiers pour prendre le flambeau pour la transition. Ne vous inquiétez pas, nous avons un jeune qui fera office d'ancien, c'est Rami Ben Sebaini, qui sera le véritable patron de cette équipe nationale dans le futur et qui va accompagner ces jeunes coéquipiers. Ça a été en tout cas un exemple de courage, de sérénité, de calme aussi au sein donc, de l'équipe, le capitaine d'équipe aussi, qui était toujours de bonne humeur. Hein. Oui, non, mais bien, il a accompagné ses coéquipiers. D'ailleurs, si vous voyez
durant Il y a une les... belle fraternité, c'est ce que je voulais dire. Dans Tout à fait, au sein de c'était les grands frères Aïssa Mandi et Riyad Mahrez, étaient les grands frères d'ailleurs. Dans les vestiaires, c'était les seuls qui parlaient. Des fois c'est Aïssa qui commençait, des fois c'est Riyad. En tout cas, l'ambiance était bon enfant, il n'y a rien à dire là-dessus. Et la transition, j'insiste sur ça, Amel, la transition se passe très bien. Très bien, Inch'Allah. En tout cas, avec leur peine, leur déception surtout et leur fatigue, ils n'ont pas oublié de saluer, bien sûr, les supporters qui étaient venus, Tout à fait. les acclamer, les supporter, bien À sûr. chaque fois, Bravo à eux encore. Oh, et à chaque fois, il remerciait les supporters et il leur disait que c'est grâce à vous qu'on sort. Tout ce qui est à l'intérieur de nous, c'est pour le drapeau, c'est pour le pays. Voilà. Voilà, très bien. En tout cas, bravo encore une fois à toute l'équipe. Ils vont rentrer aujourd'hui, probablement, bien sûr, et ils seront sûrement honorés pour leurs prestations. Hein. Tout à fait. Voilà. À fait, Amel. Merci beaucoup, Fatah. Voilà, juste Oui. en sortant de la CAN, Amel, une petite transition pour rappeler que la Supercoupe d'Algérie qui se joue traditionnellement entre Oui. le... Ah oui, j'avais oublié la Supercoupe. Voilà, donc entre le champion d'Algérie en titre et le détenteur de la coupe, elle va se jouer, c'est la 15e du nom, elle va se jouer le samedi prochain, samedi 17 janvier 2026 à 17h au stade Nelson Mandela entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger. Ça va être une fête du football. La LFP a mis tout le paquet pour ça. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup Fatah. Donc à très très bientôt. Merci, et puis Amel. on restera en contact bien sûr pour les nouvelles donc, de l'équipe. Merci Amel. Voilà, merci à toi. Donc on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre le marché donc, des Yenaïr. Ça s'est passé au niveau de Chiraga. Et bien sûr, je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Anis Chir. À la ferme d'El Lemma, l'atmosphère est à la fête. Rires d'enfants, couleurs vives et effluves de produits du terroir envahissent les allées du marché artisanal. Entre ateliers pédagogiques, animations dédiées aux plus jeunes et découvertes culturelles, le patrimoine émezir se révèle à chaque recoin du site. Point d'orgue de cette célébration, une grande reima dressée pour accueillir le dîner traditionnel de Yenaïr, symbole de convivialité et de partage. Ici, chaque espace invite à vivre une ambiance chaleureuse et résolument familiale. Endroit familial pour les familles, il est créé pour les familles. Le lundi, Inch'Allah, il y aura un programme spécial pour l'INIR. Donc, on aura une animation spéciale pour les enfants. On a aussi un dîner spécial, traditionnel à l'occasion du Nair. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre chef-d'œuvre, la Khaïma de la ferme pédagogique. Une ferme qui représente l'authenticité, l'ancienneté, un décor traditionnel pur. Donc, on est ravis aujourd'hui d'inaugurer le Khaïma, qui va nous aider aussi à animer l'événement Yenaïr, qui va se dérouler le 12, Inch'Allah, de ce mois, donc lundi, avec un menu traditionnel, avec une présence familiale, enfants, parents, grands, jeunes, petits. Au cœur de l'événement, les artisans dévoilent avec passion leur savoir-faire. Objets traditionnels, spécialités du terroir et créations inspirées des coutumes émézir attirent et captivent les visiteurs. Chaque stand raconte une histoire, celle d'un héritage préservé et d'une fierté renouvelée à l'occasion de la nouvelle année Amazir. C'est un événement qui nous permet de se rencontrer entre artisans, de présenter aussi des produits du terroir algérien et des produits surtout inspirés de la tradition algérienne. En cette occasion spéciale qui est Yenaïr et qui est aux portes, c'est un événement qui nous permet de mettre en avant des créations spécialement pour cet événement. Je participe pour la première fois à la ferme pédagogique de El Lemma, elle s'appelle Lemma à Chiraga, à l'occasion du Yenaïr, bien sûr. Donc, parmi mes produits, le vinaigre de pomme naturel, le vinaigre de raisin, les mélanges d'épices que je fais moi-même, je prépare moi-même, des sauces tomates préparées pour lasagne spaghetti, mélasse de grenade naturelle, sans sucre, zéro sucre, des sauces pour pizza, pâte de poivron, pratiquement une gamme variée, naturelle et bio.
Entre rires d'enfants, échanges avec les artisans et dégustation de spécialités locales, Yenneyer à la ferme d'Ellema devient bien plus qu'une fête. C'est un véritable moment de communion où tradition et convivialité se rencontrent. De retour sur le plateau, ça c'était donc un reportage signé Sami Dakhli. On accueille comme chaque dimanche matin Samira Hadjameri parmi nous. Bonjour Samira. Bonjour Amel. Comment ça va? Très très bien, alhamdoulilah. Très bien. Dans un moment, on va parler bien sûr d'un tapis qui Oui. est une renommée dans notre pays. Le tapis. Pas que dans notre pays reconnu, mondialement, on le à fait. reconnaît. C'est un cachet, il a un cachet particulier. On va en parler tout de suite, D'accord. juste après ça. Alors, le tapis d'Et Hicham. Oui, des Et Hichem, Ouais. Et Hichem, alors Et Hichem, c'est d'abord un village, mais un village qui a pris le nom ou un tapis qui a pris le nom d'un village, ou un village qui a donné le nom à un tapis. En tout cas, on les connaît Il y a longtemps. depuis au moins 200 ans. En tout cas, c'est documenté. Oui. C'est documenté depuis au moins 200 ans. Et c'est aussi parce qu'il y a eu la création, pendant la colonisation française en Algérie, il y a eu la création d'une école de formation. Donc les femmes et les jeunes filles, surtout les jeunes filles, parce qu'on apprend à tisser très jeune, Oui. ont été dans Formées, cette hein. école, mais qui avait fermé ensuite, puisque ça avait été transformé en camp militaire. Et puis qui avait réouvert, parce que l'État a encouragé beaucoup l'artisanat. Donc dès les premières années de l'indépendance, je crois en 63 ou en 66, ça a réouvert. On est à 1200 mètres d'altitude. On est sur l'un des sommets de la somptueuse montagne donc, du Dur-du-Rhin. On est dans la wilaya de Tizi Ouzou, dans la Aïn el-Hammam. Oui. Dans la commune de Et Yahya, c'est long, hein, mais c'est tout ça, ça a une représentation historique des lieux et des habitants. On se sent, alors par exemple, Acclimaté, surtout. mais acclimatés. Ils ont dompté la nature. Voilà, oui. c'est la nature qui s'est adaptée à eux, mais en réalité, c'est eux. Les conditions sont très difficiles. D'abord d'accès, on est dans un village qui est il est au sommet d'une Très froid. montagne, très froid. Il y avait l'exil, il y avait la colonisation, donc souvent la déportation des hommes. Donc les femmes, au début, c'était pas pour de l'esthétique, hein, c'était pas pour décorer la maison, c'était surtout d'utilité et du point de vue économique. Donc les mamans ont appris, les grands-mères ont appris aux mères et les mères aux filles, et elles ont appris à tisser. Et elles ont tissé quoi? Elles ont tissé un tapis qui, en fait, est une peinture, une œuvre d'art de leur quotidien, de leur célébration, de leur tristesse, de leur nostalgie. Elles ont appris à manipuler l'aceta, qui est le métier à tisser. C'est un métier qui est fait, enfin c'est un instrument qui est fait en bois, qui est monté dans un certain rituel. C'est tout un rituel qui accompagne le métier à tisser, exactement. Le tissage en particulier. Selon les saisons, on tisse en hiver parce qu'on était. Ça, c'est le timbre poste qui a été émis. Oui, alors à celui-là, cette occasion. dès les premières années de l'indépendance, donc 66 ou 65, et puis toujours, Algérie Post accompagne toujours le patrimoine algérien à travers la diffusion des timbres, et à chaque fois on a Ils sont magnifiques. un petit morceau. Oui, il est très beau. Oui. Il y en a en blanc, il y en a en noir, il y en a en plusieurs couleurs. Alors, le fond est toujours pratiquement beige, mais après, il y a des formes géométriques, bien sûr, et chacune a D'abord, on va expliquer le processus de fabrication. L'alourdissage. Donc, elle prépare déjà la chaîne autour, je vais le dire, hein, donc ce sont des piquets de 10 gras. Voilà. Pour les tapis, pour un tapis, normalement la largeur elle est de 2 mètres, mais elles rajoutent toujours pour la lisière, donc 2,20 mètres, et elles utilisent à peu près pour le montage, juste le montage, hein, donc 500 fils. Mais en réalité, pour tisser, elles utilisent 7 fils. 7 fils, c'est le chiffre sacré, bien sûr. Voilà. Il y a le montage et le battage qui suit. On fixe au métier et puis elles commencent à travailler. Elles font...
on va dire que les couleurs, les techniques bien sûr ont évolué. Aujourd'hui, malheureusement, dans la plupart des cas, le métier à tisser, oui, Industriel. le savoir, oui, exactement, industrialisé. Donc les métiers à tisser sont en fer, en fait, en métal. Oui. Mais beaucoup de femmes conservent beaucoup, et pas qu'à être Hichem, partout en Algérie, elles conservent aussi Un métier à tisser traditionnel, ancestral, en avec bois. les mêmes rituels, parce que quand elles montent le métier à tisser, hein, elles font tout un rituel. Hein, elles appellent, c'est un travail qui est fait en collectif. Très bien. C'est du patrimoine immatériel en fait. Même le rituel, tout ce qui accompagne. Oui. Le métier à tisser est placé face à la porte. Il est en orientation vers l'est. La lumière, elle rentre. Il n'y avait pas de lustre avant, hein, donc elles utilisaient On devait s'arrêter le soir. Hein, voilà, elles le faisaient en hiver, oui. Elles le faisaient du lever du soleil, peut-être même avant, jusqu'à toute la journée, en fait, juste tant qu'il y avait de la lumière, voilà. Beaucoup de schémas géométriques dans le tapis d'Et Hichem. D'abord un langage visuel, bien sûr. Il y a les motifs, les couleurs et les significations. Tout a une symbolique. Les couleurs de remplissage, on l'a dit, le fond est en beige. Et bon, le vert représente la paix et la verdure. Le jaune, le soleil et l'or. Mais à mon avis, c'est les reflets. Hein. Donc le bleu, c'est le ciel et la mer. Et le rose, la douceur des fleurs. D'accord. Voilà, mais on va parler des grands points motifs si on pouvait les voir en même temps. Il y a les points boutleta, j'ai essayé de le prononcer correctement, c'est à 3 points. Ça signifie quoi ou ça symbolise quoi? C'est la solidarité et l'entraide, parce qu'il y a toujours l'esprit de solidarité. Hein. Bien souvent, les familles on va dire, situées, localisées dans ce genre de village, dépendaient énormément de ceux qui étaient en exil, qui allaient travailler soit dans une autre ville ou dans un autre pays. Il n'y a pas, c'est une montagne. Donc pour l'agriculture et tout ça, c'était un peu compliqué. Difficile. Voilà, donc il y a le motif en queue de figue. Ça représente quoi? La richesse et la prospérité, parce qu'on l'espère tous au fond. Hein. Donc bourro, c'est la tête. Donc la protection et la sécurité. Et celui qui la représente dans la tradition, le plus, c'est le responsable du foyer. En temps normal, enfin dans l'homme de la famille, mais pas du tout, mais même la femme. Souvent, il partait. Oui, c'est vrai, elle se donc la retrouvait femme, seule. elle avait un rôle exactement des enfants et parfois pendant de très longues périodes. Voilà. Donc son rôle à la femme kabyle ou la femme algérienne ou la femme en général n'est pas des moindres, hein, surtout avant et surtout dans beaucoup d'endurance, beaucoup de responsabilités, beaucoup de sacrifices. Oui, voilà. Beaucoup de tout ça est dépeint dans le tapis aussi. Hein. Dans le tapis. C'est une toile qui représente et les émotions et les messages aussi, parce qu'elles avaient besoin d'envoyer des messages. Il y a on va dire le horma, parce que c'est un métier qui se faisait à la maison. Plus tard, c'est sorti dans des ateliers, dans des écoles, mais c'est un métier qui se faisait à la maison. Elle ne sortait pas de la maison, si ce n'est que pour aller travailler la terre, où elle était partout, la femme. Hein. Emmener les chèvres, les moutons, ramener de l'eau, c'est des durs travaux qu'effectuait la femme. Voilà, le boumeya, le point, c'est ce qui représente le gâteau de miel, donc de la douceur et tout ce qui est sucré, tout ce qui est bon dans la vie en fait, c'est se faire plaisir. Et puis il y a le pied de coq qui symbolise le sacrifice qu'on fait pour. Elles font un petit sacrifice, c'est-à-dire une volaille, au moment de commencer à tisser. Voilà. Et puis il y a le sacrifice de l'Aïd aussi, l'Aïd el-Kbir. Voilà. On peut retrouver aussi le boumeya tiskrin, j'espère que je prononce correctement, c'est les 100 perdrix. La perdrix, elle est très présente. Très présente dans toute la tradition, que ce soit oral, les contes ou les histoires, ou dans le quotidien. Ça symbolise la beauté, la féminité, voilà, de la femme. Et sans pour oublier, et tout aussi oublier, la complexité. Bien sûr, la laine qui est donc prise, taillée, enfin cardée, filée. Ça, c'est dans le processus de fabrication. Et teintée aussi. Alors, aujourd'hui, on utilise peut-être des pigments
pigments peut-être chimiques, mais on revient à la tradition. On essaye de revenir, c'est très compliqué, mais les femmes avant, Utiliser des pigments naturels. Oui, tout à fait, que ce soit l'écorce des arbres Ouais. ou le henna ou La betterave. exactement Oui. tout ce qui était possible C'est des de pigments récupérer la nature. Oui, oui. Il y avait une Aujourd'hui, on symbiose. revient à cela, hein, puisque on avait reçu pas mal donc d'invités qui travaillaient avec les artisans et les artisanes et qui nous parlaient justement de formation dans ce domaine-là pour pouvoir aussi transmettre et apprendre à utiliser des pigments naturels. Hein, Et qui il sont faut saluer uniques. tous les efforts qui sont faits chaque année parce que ce festival se maintient Oui. et il est organisé chaque année, je pense, pendant le mois d'août. Donc il y a le festival du C'est tapis ça. d'Et Hicham. En fait, on les salue tous parce que, par exemple, les gens de Haïtini font en sorte que chaque année, il y a le festival du bijou. Oui. Donc c'est un rendez-vous, on vient de partout, pas spécialement vrai. d'Alger ou d'Algérie, on vient de l'étranger aussi. C'est comme la robe Takandor, donc la robe kabyle, qui est aux Ouadia, et Wadian. C'est connu. La poterie fameuse Ahmad robe noire avec, c'est ça? Celle des oui, Ouadia. oui, et en fait maintenant ils s'adaptent, il faut dire la vérité. Hein. Il y a une demande, c'est pas les mêmes goûts qu'avant, Oui. mais on garde le procédé, on s'adapte aux tendances. Elle est ce que la poterie est à Matras par exemple, ou la flissa à pour les habitants de Iflusen, j'espère que voilà. Oui. Il y a aussi, tout comme le tapis aussi de Ghardaya qui existe, aussi, ça fait aussi la renommée, puisqu'il y a la fête du tapis aussi. C'est connu mondialement, sauf que Ghardaya, le tapis de Ghardaya, et que en Kabylie, à Tizi Ouzou, dans la wilaya de Tizi Ouzou, c'est par village, ce sont des familles. Voilà, c'est des familles, c'est des noms, c'est reconnu, et c'est des noms en général qui sont liés à la situation géographique. D'accord. Le village s'appelle comme ça, les familles s'appellent comme ça, et donc l'art où on reconnaît le bijou de Etini. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que ça s'est modernisé. Aujourd'hui, puisqu'on a eu la chance d'aller vers Ghardaya, et les tapis sont aussi à la demande du goût aujourd'hui. Les couleurs, les tendances. Sauf qu'il est reconnu que le tapis d'Et Hicham, le blanc avec du bleu, du vert, du jaune, et ses motifs, a été, on va dire, un modèle avant-gardiste. Il est moderne jusqu'à aujourd'hui, on va dire Il est indémodable, c'est clair. Indémodable. Voilà, et en avance sur 100 ans peut-être, voilà. Le blanc qui reste toujours une couleur unique, qui va un petit peu avec tous les intérieurs. Bien, les intérieurs, comment on les appelle, scandinaves, c'est ça, où ils sont presque spartiates. Il y a tous les objets qui sont dans l'espace, il n'y en a pas beaucoup, et ils sont utiles. De toute façon, aujourd'hui, on est toujours vers le retour aux sources. Il y a beaucoup donc d'architectes qui travaillent sur des matériaux, avec des matériaux nobles et qui veulent reproduire un petit peu, par exemple, les maisons berbères, avec des matériaux, bien sûr, comme tu disais, nobles, mais aussi moderniser un petit peu l'intérieur et rester dans l'authenticité. Totalement. Et ça, c'est très joli aussi. Hein. Les maisons d'hôtes aussi travaillent sur ça. Hein. Travaille sur ça, et puis on veut tous un retour aux sources, à l'authenticité. On en a marre d'être happé. Moi, je ne sais pas pourquoi on dit modernité. Peut-être, je ne sais pas. Parce que tout ce qui est peut-être, comme on dit, métallique, etc. Non, c'est dur. Hein. Aujourd'hui, on aime bien. Oui, ça fait du bruit. On aime bien tout ce qui est, donc, comme tu disais tout à l'heure, avec les couleurs blanches, le fond beige. Le fond beige, voilà, tout ce qui est naturel, le bois. Le fond beige qui est le beige, le nude et tout sont des couleurs très tendance depuis les dernières années. Hein, c'est un nom, je pense, au niveau donc d'architecture d'intérieur, avec tout ce qui est paille, vannerie, etc. Beau. Ouais, tout ce qui est beau. Bohémien, beau. Et c'est très tendance, exactement. Donc, il faut aller à El Hichem. Chaque année, chaque été, il y a le festival. Du tapis d'Et Hicham, voilà. En tout cas, il y a beaucoup de dames qui travaillent sur comment préserver ce savoir-faire, hein, bien de chez nous, qui travaillent sur le tissage parce que malheureusement, ça se perd aussi dans certaines familles. Donc, le tissage devient de plus en plus rare. Il faut l'apprendre, il faut savoir le transmettre aussi.
Je crois que c'est enseigné, hein. Il y a des centres de formation un peu partout en Algérie, puisque le tissage, c'est pas que les Haïtiens. Oui. Il y en a chez les Nanamcha, il y en a à l'Rouad, et il est très beau, celui de l'Rouad. Il y en a à Tlemcen, il y en a beaucoup. Les techniques diffèrent, les couleurs diffèrent. Il y en a dans les Aurès et ils sont magnifiques. Eux aussi, à Khanchla, ils sont reconnus mondialement. Tapis Babar. Exactement. Donc, C'est des Gergour, collections, hein. Oui. celui de Ghardaya, bien sûr. Le tourisme aide beaucoup, hein. Les gens, on va à Ghardaya acheter des tapis, mais on va ça. aussi à Etichem chaque année, puisqu'on peut retrouver de Et l'artisanat. Jebel Amour aussi, Jebel tout Amour, ça, bien ce sont sûr. donc des tapis typiques des régions, dans avec le des sud. couleurs vives aussi, des Oui. couleurs donc rouges, il y a du noir, il y a du rouge. Vraiment, c'est Le des rouge, tapis en qu'on général, retrouve c'est la dans les force. collections. Oui, ça symbolise la force aussi. Le rouge pour le sang, pour la fertilité aussi. D'accord. Ça a un sens, hein. Ils ne le font pas au hasard, mais c'est toujours, au fond, c'est pour la prospérité, la fertilité. C'est ça. C'est Et quand depuis, vous savez depuis que, toujours. fabriquer un tapis, ça dure donc des heures, des mois, longtemps. etc. C'est Elles le très font. long. Et ensuite, vous le retrouvez dans un intérieur. Heureusement aussi, les hôtels font aussi Oui. la fierté. Ça Oui, fait oui, la oui, fierté de ces artisanes, hein, parce que en général, ils peuvent se permettre aussi d'avoir des objets pareils. Elles tissaient des d'artisanat. tapis, elles tissaient des burnous aussi à leur mari, parce que c'est ce qu'ils portaient. Généralement, un homme portait un burnous presque toute sa vie. C'est ça. Puisqu'il était fait d'une manière... Ça prenait du temps pour le faire. On met minimum 3 mois, hein, 3-4 mois à le faire. Donc, ça prend beaucoup de temps. C'est beaucoup d'énergie. C'est un travail, je parle de l'artisanal, hein, Oui. laborieux. Elles ne le font pas toutes seules. Donc, elles le font soit en famille, soit avec des femmes du village qui savent, qui maîtrisent l'art du tisser. Et c'est la mère qui apprend à la fille. Oui. On ne l'apprend pas par quelqu'un d'autre. Peut-être la grand-mère aussi intervient. On se poserait la question. c'est dans un espace l'apprentissage, ça clos. dure combien de temps, presque, De- pour la transmission? La transmission, c'est intergénérationnel. C'est jusqu'à aujourd'hui, hein, il y a toujours des femmes qui travaillent. Nous avons Ikram donc Nassijom Oui, Al-Rouad, Al-Rouad, qui elle que tu avais fait- rencontré. exactement. Elle a qui- fait des études supérieures Non, et elle est absolument revenue, rien à voir avec le justement, tissage. ouais, vers le tissage. Elle en a eu besoin, elle est allée l'apprendre. Elle a eu besoin d'un tapis qui ne se vendait pas, elle est allée le prendre. Mais peut-être que dans cette démarche, le plus intéressant, c'est qu'il y a une action éco-solidaire. Elle travaille avec les femmes, elle a créé une coopérative, donc des femmes qui sont dans des lieux assez éloignés et elles sont soit veuves, soit donc démunies, dans une précarité. Mais ça reste qu'elles sont chez elles, ne sortent pas de chez elles, elles peuvent travailler à partir de la maison et pouvoir gagner de l'argent. Voilà, les femmes d'Etinjem l'ont fait d'abord dans un Tout à fait. but économique. Hein. Vous savez C'est qu'on a ni reçu sur ce esthétique, plateau une doyenne donc, du tissage des Hichem, Nana, je ne me rappelle plus son nom, mais elle était venue sur notre plateau toute vieille et âgée, mais qui parlait fièrement de son savoir-faire C'est et un du art. tissage, et c'était formidable, une très belle expérience aussi. Et contrairement à celui qui provient de l'industrie ou de la mécanique, ils sont parfaits, mais pas totalement. On a des pièces uniques. Uniques. Jamais une œuvre ne ressemble à C'est une vrai, autre. Il faut regarder de près, mais c'est ça, c'est la signature de l'artisan. Tout à fait. Samira, reste avec nous. Donc, tu sais que Fella est donc à Bni Abbas. Oui. Et donc, on va la Très belle retrouver tout de suite. On la retrouve, ça fait 3 jours qu'on l'a avec nous. Elle est en direct. Elle nous raconte un petit peu l'ambiance qui règne au sein donc, de cette belle aventure qui a pris le départ avant-hier. Depuis, bien sûr, la gare d'Alger. Et puis, avec tout un staff qui va nous parler de tradition. Amal. Bonjour Fella. Allez, sans plus tarder, je te donne la parole. Oui, bonjour à tous. Donc je disais, oui, vous disiez que c'est une belle ambiance, c'est une très très belle ambiance ici à Bni Abbas, de belles rencontres, un échange très intéressant et vraiment une belle météo aussi. Il y a du soleil, Amal, ici, qui illumine le ciel de Bni Abbas. Asgaz Amkas, c'est le dîner de Yanaïr aujourd'hui, n'est-ce pas, professeur Tout à fait, Imensin Yanaïr aujourd'hui, tout à fait. Imensin et Yanaïr. Tout à l'heure, on parlait de la langue amazigh. Vous êtes professeur, doyenne de la faculté des lettres et des langues à l'université Mouloud Mamri. Et vous êtes linguiste, donc spécialiste en linguistique.
Donc le plus difficile dans la langue amazigh, c'est justement cette prononciation, la phonotique ou la phonotactique, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Présentez-vous, peut-être que j'ai oublié quelques Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs. Donc, je suis Lydia Gachouh, doyenne de la faculté des lettres et des langues. Je suis aussi professeure de linguistique au département de langue et culture à Mazir, toujours à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Effectivement, la phonotactique amazigh dans tous ces dialectes est un peu particulière et spécifique, ce qui fait que parfois on a un petit peu de mal à prononcer certaines successions de syllabes. Donc il faudrait peut-être faire quelques efforts dans ce sens-là et approfondir l'enseignement justement et l'apprentissage de la phonotactique et la phonétique de la langue amazigh afin qu'on puisse justement apprendre à ceux qui ne sont pas natifs de la langue à prononcer correctement les sons et la succession des syllabes. Exactement. Donc aujourd'hui, il y a une conférence justement qui va aborder peut-être la traduction. Les dernières années, il faut dire qu'il y a de plus en plus de livres traduits en tamazight, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. En fait, il n'y a pas qu'une traduction de la langue des autres langues, arabe, français, anglais ou autres, vers la langue amazigh, mais on a aussi de la traduction de la langue amazigh vers les autres langues. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait diversifier déjà et fait connaître la langue amazigh et sa culture et sa civilisation, sa littérature surtout, vers les autres sociétés, vers les autres communautés linguistiques. Et le plus intéressant aussi, c'est que à travers ces traductions, à travers les ateliers notamment qu'organise le HCA, on apprend aux gens, aux citoyens, ceux qui parlent la langue ou ceux qui ne parlent pas la langue, les techniques de traduction, parce qu'il faut savoir que chaque système linguistique a ses propres spécificités, ses propres particularités linguistiques, ce qui fait que la traduction, ce n'est pas de traduire mot à mot, mais de traduire le sens et de connaître les stratégies, les techniques de traduction afin de ne pas tomber dans des calques linguistiques, ce qui justement va amocher le rendu à la fin. Le HCA qui fait partie maintenant de l'Académie africaine même des langues et qui s'impose aussi dans le paysage, j'allais dire pour la langue amazigh, qui s'impose dans le paysage littéraire. Il y a de plus en plus de livres et d'auteurs qui écrivent en langue amazigh et ça intéresse beaucoup de monde et beaucoup d'étrangers même. En Chine, il y a un département, je crois, d'enseignement de langue amazigh, n'est-ce pas? Une enseignante qui assure des cours de langue amazigh en Chine, oui. Elle a commencé cette année. Bon, elle avait commencé déjà avec des cours, je ne me souviens pas trop de son nom. On voulait lui rendre hommage. Donc elle assurait des cours au préalable via des enregistrements sur les réseaux sociaux, etc. Mais cette année, elle a commencé officiellement à enseigner la langue amazigh en Chine. On sait tous que les Chinois sont de plus en plus nombreux en Algérie. Donc quand ils ont découvert la culture algérienne, parmi elles la culture berbère et amazigh de manière générale, ça les a intéressés. Donc c'était une découverte pour eux et c'est pour ça que ça commence à aller au-delà de l'Algérie, à conquérir un petit peu d'autres pays à travers le monde. Ce qui a peut-être intéressé aussi, c'est cette similitude de certains symboles aussi qui se trouvent un petit peu dans leur culture, je crois, Oui. si j'ai les bonnes informations. En fait, c'est plutôt peut-être des similitudes hasardeuses, je dirais, aléatoires, mais parce que la sémantique de ces signes, elle est différente d'un pays à un autre. Il faut savoir que tout signe linguistique, il n'est pas motivé dans le sens où il n'y a pas une relation logique entre le son et la réalité décrite. Donc du coup, c'est une coïncidence peut-être hasardeuse qui fait que... Mais voilà, beaucoup de berbères se retrouvent dans certains signes chinois aussi. Oui. Le plus difficile aussi dans l'enseignement de la langue, c'est les dialectes. Il y en a à peu près une quinzaine. Une quinzaine, donc Chaoui, Targui et autres. Et donc ça, c'est aussi
la chose sur laquelle, ou l'axe sur lequel vous travaillez. Oui. Avec Oui. d'autres chercheurs d'ailleurs. Oui, tout à fait. En fait, au départ, l'enseignement de la langue amazigh, quand elle était restreinte à quelques départements, dans quelques régions uniquement d'Algérie, c'était beaucoup plus des initiations vers les autres dialectes. Mais tout se faisait généralement soit en kabyle, soit en chewi dans les deux départements. Par la suite, donc maintenant avec l'ouverture de plusieurs départements à travers tout le territoire national, notamment à Batna et à Tamanrasset, etc., donc cela assure l'enseignement de leur dialecte et c'est tant mieux parce que comme on veut enseigner notre langue maternelle, et la langue maternelle amazigh, il n'y a pas que le kabyle, il n'y a pas que le chewi, il n'y a pas que le tergui, il y a tous les dialectes et chacun a le droit d'enseigner et d'apprendre sa langue maternelle dans sa localité. Par contre, exactement. Par contre, la standardisation et l'aménagement de cette langue peut-être sera un petit peu compliqué, mais complexe, je dirais, parce qu'il faudra justement respecter cette diversité dialectale de la langue amazigh, mais il reviendrait à dire que le vocabulaire de base, fondamental de base, généralement, il est pratiquement le même, donc on a des racines communes et c'est ce qui peut justement ramener vers une standardisation, vers une langue commune et qui peut se prononcer d'une manière différente entre les régions. Parmi les publications aussi que vous avez, j'allais dire, rendues publiques, c'est aussi la syntaxe. Vous avez travaillé beaucoup sur la syntaxe et d'autres aspects qui sont moins connus pour le large public. Exactement. En fait, il y a l'aspect littérature et l'aspect linguistique et anthropologique aussi. Mais il faudrait dire que maintenant, de nos jours, l'aspect littéraire, il prend beaucoup d'ampleur. Mais par contre, l'aspect purement syntaxique, linguistique, il tend un petit peu à ralentir, bien qu'au départ, il ait pris un bon élan, mais justement ces études syntaxiques, sémantiques, lexicographiques, lexicologiques, terminologiques, surtout en termes de terminologie, ça manque beaucoup parce que c'est ce qui pourrait avancer la langue vers l'enseignement des autres sciences en langue amazigh. Donc on a besoin de cette terminologie de spécialité, c'est des lexiques spécialisés dans chaque domaine et ça pourrait justement, on pourrait envisager le passage de l'enseignement d'une langue vers l'enseignement des autres sciences avec la langue amazigh, donc un métalangage avec lequel on pourrait assurer l'enseignement des différentes sciences. Pendant longtemps, on pensait que c'est un aspect socio-culturel, mais on arrive avec la langue amazigh à montrer aussi qu'il y a un aspect scientifique dans cette langue et qui définit un petit peu ce paysage scientifique, culturel, social algérien. C'était tout à fait légitime au début de voir justement et de mettre en valeur cet aspect beaucoup plus culturel, beaucoup plus... c'est un cadre de la société, etc. Mais aujourd'hui, on est plus ouvert vers la science, donc en langue amazigh. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve des ouvrages, on retrouve des articles publiés en langue amazigh et portant sur différentes thématiques, que ce soit des thématiques de littérature, de sciences, de médecine, etc. Et plusieurs universités maintenant ont leur département en langue amazigh. C'est ce qui facilite aussi l'intégration de cette langue dans l'enseignement et dans la science et la recherche en particulier. D'ailleurs, cela nous amène à parler de la formation des formateurs, qui est aussi très importante pour faciliter cette j'allais dire, intégration dans le système ou dans l'enseignement supérieur, d'une manière plus large. Oui, tout à fait. Il faut savoir aussi que la langue amazigh n'est pas présente uniquement dans des départements de langue et culture amazigh. Elle est aussi présente dans les départements de traduction. C'est très important. On a des départements qui assurent la traduction de et vers 3 langues différentes. Et voilà, donc cet aspect-là, il va nous permettre aussi d'envoyer les enseignants, les différents enseignants formés
dans les différents départements vers les zones où Tamazight n'est pas encore prise en charge dans l'enseignement, que ce soit dans les paliers de l'éducation ou dans le palier supérieur. Donc c'est ce qui va nous permettre déjà de former ces enseignants qui vont aller justement vers la généralisation de l'enseignement de la langue amazigh. C'est tout un travail qui est laborieux quand même. Tout un travail, mais il faudrait y aller doucement aussi parce que il faut préparer d'abord le terrain avant d'aller vers cette généralisation et justement c'est l'objectif visé par les différents départements et le ministère de l'enseignement supérieur notamment et l'éducation qui prépare d'abord, qui forme ces formateurs, qui forme ces enseignants et qui va mettre sur le terrain à travers les différentes écoles et universités algériennes. On parlait de littérature, vous faites partie du jury du prix littéraire du président de la République. On ne va pas en parler, on va juste faire un petit droit de réserve, surtout que demain, les résultats vont être donnés pour annoncer les lauréats. Mais on pourrait commenter peut-être d'une manière générale ce prix qui s'impose aussi dans les traditions de la célébration de l'an Tamazight est considérable. Oui, tout à fait. On rend hommage déjà au HCA, au commissariat à la Mazérité, qui a instauré ce prix. Il est important dans quel sens c'est pas uniquement parce qu'il met en valeur la langue amazigh, mais aussi il essaye de déterrer certains écrivains qui étaient un peu dans l'ombre, et donc il les met à la lumière. Et franchement, on a reçu plusieurs contributions, plusieurs participations de sexe féminin et de sexe masculin, de jeunes, de moins jeunes, de plus âgés, etc. Donc il y a un engouement à la participation, pour la participation à ce prix. Et on a eu beaucoup de participations intéressantes, d'œuvres intéressantes. Et malheureusement, je ne peux pas en dire plus. Les thèmes peut-être même pas. Les thématiques. Donc en fait... c'est un peu réparti en axes. On a l'axe de la littérature, de manière générale, la littérature écrite en langue amazigh ou traduite vers elle. On a aussi des travaux en linguistique, on a des travaux en anthropologie, tout ce qui est patrimoine immatériel, etc. Et on a aussi un aspect dédié à la technologie, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas suivre la technologie, le nouveau moyen de communication, un nouveau moyen technologique. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle notamment, je pensais à cela. Donc voilà, donc on l'a intégré aussi, ils l'ont intégré au niveau du HCA. Et là aussi, on avait un peu de... On était un petit peu sceptique par rapport à cet aspect-là, mais il faut dire que Tamazight aussi rentre dans cette nouvelle technologie et essaye d'intégrer justement cette IA, cette intelligence artificielle dans ses travaux. En parlant du HCA, pour terminer, Amel, on rappelle que le HCA va publier l'atlas linguistique, le premier atlas linguistique algérien qui va être réalisé par le professeur Touati. Et ça, c'est vraiment aussi une information importante et qui va faire avancer un petit peu aussi tout ce travail qui se fait par ces chercheurs et enseignants. Tout à fait. C'est déjà, il faut le préciser, l'atlas linguistique. En fait, c'est un travail de terrain qui a été fait sur plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Donc, ce travail consiste à localiser les différents dialectes, les différents parlers, allant même jusqu'aux différentes spécificités linguistiques à travers tout le territoire national, mais également toute l'Afrique, sur toute l'Afrique, afin de cibler et le nombre de locuteurs parlant cette langue et aussi les différents parlers, ainsi que les petites différences d'ordre phonétique, d'ordre lexical, etc. Et comme aussi le HCA avait, dans sa conférence de presse hier, le Hachmi Assad a parlé de la diaspora ou de la communauté algérienne établie à l'étranger. Il nous a annoncé cette rencontre qu'il y a eu avec le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, et de la possibilité d'élargir les activités dans ce sens, les activités qui concernent le HCA, faire
faire participer beaucoup plus aussi de conférenciers et de compétences algériennes établies à l'étranger dans ce cadre-là. Ça, c'est important aussi pour notre communauté algérienne à l'étranger, professeur. Exactement, il faut savoir qu'il y a une demande aussi de cette diaspora établie à l'étranger qui cherche à justement à faire apprendre la langue amazigh, la culture, la littérature à leurs enfants et ils cherchent justement à trouver un cadre dans lequel ils pourraient faire ces activités-là. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'associations, notamment à l'étranger, qui assurent... Au Canada aussi. Au Canada, en Europe, etc., qui assurent ces formations en langue amazigh, donc l'apprentissage de la langue, donc purement langue dans son aspect linguistique, etc. Vous faites aussi par visio? Exactement, on fait aussi par visio. Il faut savoir que la majorité d'entre eux, ce sont des enseignants qui ont été formés chez nous, c'était des ex-étudiants et qui sont établis à l'étranger. Des projets pour la faculté, pour terminer? Des projets, il y en a, mais voilà, donc peut-être le premier objectif cette année, on a ouvert 2 spécialités en traduction, spécialisées en traduction institutionnelle, donc de la langue amazigh vers les autres langues arabes et français et inversement. Nous comptons également, donc, comme projet, introduire la langue anglaise, parce que notamment avec la politique d'anglicisation, on voudrait aller vers ça. C'est peut-être un petit peu l'effet un petit peu de... Pardon. Non mais je vous en prie. Donc je disais que ça c'est parmi les projets que vous avez déjà tracés sur le programme de la faculté de Tizi Ouzou à l'université de Mouloud Mamri. Peut-être qu'on va vous proposer un thé pour faire passer tout ça. Tout à fait, volontiers. Ok, Amel, donc voilà ce qui est pour aujourd'hui. Je vous dis Asgaz Amkaz, peut-être des vœux pour le professeur Lydia Galchoua. Asgaz Amkaz, Ynayer Amkaz, Salam Agad, Winara Undi, Winatas, Lahna, Tas Ntumart, Ladran, Tsiwdam. غروينا كي تتمنيم ذي ثذر ثنون ذو ماهي لنا ذو قين يعني ثذر ثنون نيلس اسكو سمجاز يال الجزائري ديال الجزائري عندما يلا ذي ثمورتنا الجزائر ذو ماضى لكن ما يلا. Merci beaucoup. Je vais m'inscrire pour les langues. Merci beaucoup. Un thé peut-être pour professeur Gerjoua. Amel, donc je vous dis au revoir et à demain pour notre direct. Asgaz Mkaz et bonne année à tout le monde. Merci beaucoup Flas, Gassam Gass à vous également, bon courage, je sais qu'il fait un petit peu frais. Amel Laribi nous a donné la température ce matin, 3 degrés le matin, 17 après, plus tard. En tout cas, bon courage à vous, bon courage à toute l'équipe. Et puis, on remercie aussi nos journalistes quand ils se déplacent. Samira Ozeti, on en parlait tout à l'heure. Hommage à tous nos journalistes qui, quand ils se déplacent, font des directs. Et puis, ça nous amène à rendre hommage aussi à une grande journaliste aussi qui nous a quittés hier, Nakhla Al-Arbi, Allah yarhamha. En tout cas, un hommage aussi particulier qu'on voulait lui rendre modestement sur ce plateau pour dire que c'était une journaliste fantastique qui était très gentille, très professionnelle. C'est dur de parler d'elle au passé. Non, oui, exactement, parce qu'on a du mal à croire qu'elle est partie, mais elle est partie, mais elle s'est battue avant de partir. Nahla, c'est une journaliste connue. Son parcours, elle l'a commencé à El Watan, le journal, donc presse écrite. Elle signait parfois du pseudonyme Nahla Rif. C'est une architecte de formation. C'est une journaliste de terrain. Belle plume, journaliste de terrain. D'ailleurs, les techniciens lui ont aussi rendu hommage, qui était une journaliste très consciencieuse dans son travail. Très consciencieuse, et très, avec des principes, avec une éthique. Elle a rejoint la télévision algérienne. Elle était à l'information, pardon. La rédaction de Canal Algérie. Exactement. Donc, rédaction toujours journaliste. Et puis, le terrain, les couvertures, les reportages. C'est pas facile. Oui. C'est pas facile. Oui. C'est pas facile de... Donc,
Elle avait beaucoup de personnalité, un caractère bien trempé. Elle avait 3 enfants qu'on salue, à qui on souhaite beaucoup de courage et on présente... On avait rencontré aussi, on présente toutes nos condoléances au nom de toute l'équipe, à sa famille, ses enfants, en tout cas beaucoup de courage à eux surtout. Et à tous les collègues qui vont sur qui le étaient aussi terrain. très proches. Hein. Voilà. Donc les collègues de la rédaction aussi qui l'ont beaucoup mieux connu que nous, hein, de la production. En tout cas, merci Samira pour cet hommage. Et puis on rappelle que vous avez aussi donc aujourd'hui parlé donc du tapis d'Eit Hichem avec tout ce qui englobe comme tradition, savoir-faire, une tradition, héritage ancestral. Héritage ancestral Que nous célébrons à chaque occasion. On le célèbre aussi pour Yannaïl. Yannaïl, c'est pas un jour, hein, c'est pas une soirée, c'est pas le dîner d'aujourd'hui. C'est des célébrations qui vont durer à peu près 1 mois. Il y a des milliers de manifestations à travers le pays. Voilà, à notamment à Tlemcen, partout. La Djoza, voilà. À Bni Abbas, à Constantine aussi. Les gens à Bni Snous, il y a un carnaval à Bni Snous. Et puis il y a plein, chaque région a ses propres. La preuve, pourquoi cette belle caravane, cette belle initiative cette fois-ci, qui a donc mis les amarres au niveau de Bni Abbas. Allez, on va laisser donc tout de suite, on va retrouver nos autres invités. Samira, merci beaucoup. Merci, à demain. Amel, à demain. Et puis tout de suite, on va aller découvrir encore une fois d'autres traditions, d'autres savoir-faire ancestraux qui se transmettent de génération en génération, notamment le chant berbère, à savoir bien sûr Ourar, voilà. Ourar, el khalat, c'est ce qu'on dit. Voilà. Et on se retrouve juste après. En terre kabyle, la voix des femmes accompagne somptueusement Yinnaïr depuis des générations. À travers des chants, mêlant souffle, mélodie et émotion, elles racontent leur quotidien, leur joie et leur peine et portent à chaque occasion l'héritage de tout un peuple. Un art spontané, transmis de mère en fille, qui reste l'un des symboles vivants de la culture amazigh en ce début d'année. On exprime à travers ce chant la joie et la tristesse de tout ce qu'on ressent. On appelle ça Eshwiq. Notre troupe s'appelle Ourar Nkhaleth. On a obtenu le 2e prix 2 fois d'affilée. J'espère que cette année on décrochera le 1er prix. Nous sommes vraiment motivés cette année, surtout qu'on participe avec les pionnières de la troupe. Les principaux thèmes de nos chansons concernent des proverbes et des histoires vécues par nos ancêtres, un héritage que nous avons perpétué à travers Ourar Nkhaleth. Ourar Nkhaleth, ce sont des femmes qui portent des jarres d'eau sur leurs épaules et descendent à la source ramener de l'eau. Ourar Nkhaleth, une tradition ancrée bien de chez nous, héritée de nos ancêtres. Le nouvel an amazigh Yinnaïr, fête nationale célébrée par toutes les Algériennes et tous les Algériens, constitue un pilier majeur de l'identité nationale dans toutes ses dimensions, notamment dans sa composante amazigh millénaire. Chouer demeure une expression identitaire et la mémoire d'une nation qu'il importe de préserver en tant que patrimoine immatériel transmis de génération en génération.
ça c'est pour parler bien sûr des traditions du chant berbère et bien sûr de tout cet héritage que nous avons et que nous vous présentons à chaque fois que nous avons l'occasion. Eh bien, nous allons continuer à parler de tradition avec bien sûr l'Opéra d'Alger qui va aussi parler donc de Yennayer et célébrer les festivités d'Yennayer. Avec nous, Sabrina Natouri, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Vous êtes la chef de département artistique au niveau de l'Opéra d'Alger et tout un programme est prévu ce soir à partir de 19h. Ça sera pour demain. Pour demain, pardon, oui. Le 12, c'est à partir de 19h. Voilà. Il y aura un tableau qui va englober plusieurs touches amazigh, chaoui. Les artistes qui seront nombreux. Bien sûr, de la danse, de la musique, du chant, pour célébrer. On va en parler dans un moment. On va présenter aussi notre invité qui est chorégraphe. Il s'agit donc de Faisal Zeggoudi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes chorégraphe et là, comme je disais, en coulisses, vous avez eu le temps de vous imprégner un petit peu de toute cette richesse de notre patrimoine, ses coutumes et traditions. Absolument, absolument. Ouais. J'ai pris tout ce temps-là. Et pourquoi je le dis? Parce que quand on s'est parlé, vous m'avez dit je suis en train de découvrir mon pays à travers mon travail aujourd'hui, puisque ça fait déjà 2 ans que vous venez ici en Algérie, vous travaillez avec des jeunes danseurs. Absolument, ça fait 2 ans que j'ai souhaité retourner à la source de mon geste, puisque j'ai toujours été très préoccupé et interrogé par la question algérienne et par sa culture et qui fait partie de moi, bien évidemment. Bien sûr, vos origines. Ce sont mes origines, je ne suis pas vide de sens. Et donc, depuis 2 ans, je suis là à sillonner les différentes régions et à m'imprégner des différentes danses traditionnelles, parce que ça me permet de mieux comprendre la source de mon geste, qui a souvent été très spontané, mais chaque geste a une signification, a une histoire, nous renvoie à nos ancêtres, et je pense qu'il est important de savoir d'où on vient pour savoir où on veut aller. C'est ça. Vous avez eu le déclic quand vous avez commencé à travailler sur justement l'histoire de notre pays, en quelque sorte, n'est-ce pas? Vous avez eu une formation académique bien au départ, vous avez fait donc de la chorégraphie, vous avez fait des scènes internationales, vous avez travaillé avec vos danseurs un petit peu partout, vous avez marqué votre présence avec une compagnie qui est mondialement connue aujourd'hui. Oui, c'est cela. Absolument. Et bien sûr, vous avez eu ce déclic pour votre origine algérienne. Oui, parce que... Ça a commencé par les livres, ça a commencé par l'histoire de notre pays, la guerre d'Algérie aussi. C'est ça, savoir effectivement qu'est-ce qui s'est véritablement passé, puisque étant né en France et ayant fait toute ma scolarité en France, on nous a raconté, on a eu un récit qui est quand même très orienté. Et j'avais un autre récit quand j'interrogeais mon père, ancien moudjahidine, et qui me disait des choses qui n'étaient pas... C'était à la Fédération de France, donc du FLN. Absolument, tout à fait. Voilà, donc ça m'a quand même énormément rapproché de mon histoire et ça m'a effectivement interrogé sur mon vocabulaire chorégraphique. Oui, tout à fait. Et puis vous continuez d'ailleurs votre travail pour essayer donc d'avoir une empreinte algérienne avec bien sûr un travail académique. Oui, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de reproduire de la danse traditionnelle, puisque les danseurs traditionnels, le font. Vous inspirez. Je m'inspire. J'ai bien aimé les outils que vous avez utilisés, le vocabulaire que vous avez utilisé justement pour essayer donc de donner cette empreinte à chaque geste, à chaque terme. Oui, parce que d'abord la danse traditionnelle algérienne est extrêmement riche et elle est très variée en fonction des régions. Et moi, elle m'interroge beaucoup parce qu'elle est quand même en lien avec mon vocabulaire chorégraphique, mais elle apporte une autre grammaire. Et la danse est un langage. On le veuille ou non, c'est un langage qui est ancestral. Le premier langage de l'homme, ça a été le geste, ça a été le mouvement, donc la danse. Tout à fait. Il y a un vocabulaire, et avec ce vocabulaire-là, on écrit de la danse.
C'est Et beau, donc, c'est ce que voilà. j'ai aimé. Quand vous m'avez parlé, j'avais l'impression de voir à travers les mots que vous utilisiez toute cette chorégraphie que vous étiez en train de citer. Oui, parce que souvent, le public a besoin de se raccrocher à une histoire. Et la danse n'est pas forcément une histoire, c'est pas forcément narratif. On est en train de voir quelques images d'ailleurs de certaines chorégraphies que vous avez signées. Alors il y a des aujourd'hui, ça y est, c'est carrément vous êtes carrément vous avez emprunté justement des grands classiques à votre travail. Hein. Oui, vous avez signé des grands Oui, j'ai signé des grands classiques parce que ce sont des œuvres universelles. Le Boléro de Ravel, Le par Boléro de exemple. Ravel, qu'on a présenté au Festival international de danse d'Alger au mois de septembre dernier. Puis ensuite, c'est parti en tournée en Europe. Et en Europe, j'ai pu présenter ce spectacle-là avec des danseurs algériens contemporains qui ont fait l'unanimité à la fois de la presse, des professionnels et du public, notamment à Bordeaux où le public est quand même extrêmement exigeant. Ils ont eu une standing ovation et moi j'en suis vraiment ravi, enchanté, très fier d'avoir pu faire connaître une danse contemporaine algérienne. Tout à fait. Il y a un autre travail sur lequel vous planchez en ce moment même, c'est le Sacre du Printemps. Absolument. Vous voulez donc baptiser cela sous un autre nom qui serait un peu plus fort peut-être, le Cri de l'Indépendance. Absolument. Ça va s'appeler le Sacre du Printemps ou le Cri de l'Indépendance. Pour moi, l'œuvre de Stravinsky, donc c'est 1913, début du XXe siècle, les ballets russes, Stravinsky, Nijinsky à la chorégraphie. On est à la porte de la Première Guerre mondiale, c'est ça. 1914. Et cette musique-là, elle annonce effectivement les guerres de tranchées, sauf qu'on n'est pas encore là. Et quand on regarde le livret, le Sacre du Printemps, il y a les ancêtres, il y a l'Aude à la terre et il va y avoir le sacrifice. Donc ça n'a rien à voir avec cette espèce de chose, je dirais, un peu mystique, qui serait qu'on va sacrifier une femme pour l'annonce du nouveau printemps. Pour moi, ça a toujours été... le renouveau. C'est le renouveau. Pour moi, c'est la réappropriation d'une terre qui a été confisquée par un conquérant. Et donc, le sacrifice de la fin, c'est le Moudjahid qui va se sacrifier sur la place, pour son indépendance. Donc, moi, je veux vraiment le traiter comme ça. J'espère que l'Opéra national d'Alger va l'entendre et qu'il aimerait qu'on collabore sur ce On n'a pas fait exprès de nous mettre sur le plateau. Hein. Mais on se peut-être connaît avec Sabrina. Voilà, mais peut-être que Donc, ça sera l'occasion. Ça sera l'occasion. Et moi, je veux que cette pièce soit interprétée par des danseurs algériens. La musique est très compliquée. Ça, c'est vrai. La musique est extrêmement compliquée. C'est une œuvre universelle qui concerne le monde entier. Et donc, je voudrais l'exporter dans toutes les grandes scènes internationales qui m'a déjà accueilli. Voilà, on va en parler encore, mais on va accueillir notre jeune artiste, toute jolie, avec sa tenue traditionnelle. Inès Hassaïn, bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous avez une tenue traditionnelle avec des bijoux aussi traditionnels. Vous représentez bien la journée d'aujourd'hui. Ça sera donc célébré ce soir en principe, l'achat. Ouais, voilà. Et puis bien sûr, demain vous serez sur scène à l'Opéra d'Alger. Ouais, exactement. Alors comment ça va se passer? Inch'Allah, ça va se passer bien. Vous allez interpréter des chansons. Ouais. Oui. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Donc, Inès, c'est une petite jeune fille qui chante, qui aime bien la musique. Voilà, بغات plus de la musique. بغات تعوض على البوت Inès. C'est que de faire une grande chanteuse. Inch'Allah, j'espère que vous allez devenir une grande chanteuse. En tout cas, vous allez nous montrer dans un petit moment ce que vous savez chanter, peut-être en a cappella, juste un petit peu pour ne pas vous fatiguer, pour savoir un petit peu sur quel registre vous êtes. Mais sinon, vous êtes universitaire? Non, lycée. Vous êtes toute jeune encore. Inch'Allah, bientôt. En tout 17. cas, on va parler bien sûr de votre parcours, mais sinon, Sabrina va nous donner un petit peu le programme, n'est-ce pas, Sabrina? Oui. Donc déjà, on a un avant-goût avec Inès, mais il y aura beaucoup d'artistes qui vont représenter toute l'Algérie, pratiquement. Pratiquement. On aura Inès, notre chère Inès, qui va être dans le chant kabyle. On aura notre artiste Hamid Belbesh qui va présenter le chant chaoui, les Aurès. On a Abi Moussa aussi, c'est tout ce qui est Bnimzab. D'accord. Et après, on va terminer avec Ahl el-Lil.
Bien sûr, le ballet sera présent avec ses danses traditionnelles qui représentent l'événement de Yennayer, Chaoui et Kabyle, bien sûr. Oui. Et à la rentrée, il y aura Etabalan qui vont annoncer l'ouverture de la cérémonie. Oui. Voilà, j'imagine qu'il y aura une grande et une belle ambiance, bien sûr, avec toutes ces couleurs et surtout ces différents styles aussi de musique à travers cette richesse de notre patrimoine. Inès, qui a fait le Hanwa Shabab, qui a déjà une expérience de la scène, donc qui sait un petit peu ce que c'est qu'une scène devant un public. Donc déjà, la scène Guyane Khamez, qui est l'opéra d'Alger, vient de 2 mois et demi. Donc, ouais, vient genre vient de l'expérience de la scène et tout, tas الحوايج تحفظها غبيوس. صافي la scène جربت déjà قبل زريغه tas les souvenirs قاعدين بيوس et tout. تما فرحه tas تاسيمي غلاكش مغاربينا. خما la scène nous sommes ça pour الحنوه شباب ديال l'opéra toujours. Voilà. Bon, je ne comprends pas tout, mais je devine un petit peu. Inès, elle dit qu'elle est contente. Après 2 mois d'expérience, elle revient une autre fois à l'opéra. Alors, elle est très contente de partager un moment de joie pour célébrer Yennayer, pour célébrer son retour à la scène. C'est ça, et puis son public qui l'a suivi à travers, bien sûr, cette belle expérience de l'Hanwa Shabab, va sûrement venir l'encourager et l'acclamer, n'est-ce pas? Ouais. Et sinon, vous allez chanter quoi? Bon, je vais chanter la chanson de Yasmina, Amour Abdelnour et Yidir. D'accord, très bien. Et pour nous, vous allez nous chanter quoi ce matin? Un petit extrait de quoi? Si vous voulez être à la chanson L'année Ravah, j'ai fait un hommage pour L'année Ravah sur YouTube, elle est sur YouTube, disponible sur YouTube, le Fasouaf. Très bien. Alors, pour nous déjà, et pour le téléspectateur qui vous regarde ce matin. Allez. من ما كذبت للثسوة فيها كيف نطروح ثقلات ما يشذث واغث وسث النومي نتمكر ثلوث ذي تنيفسي وذي ثرقيث مدلد تولن صبحيث ذن فنهثي أمر رغد صلوسي رمنو كذا ذي قدم الهم ذينا يوشم راثفا ثم صيم ثقل ثم غليث سوها مارقني فرثان نقول درتم وذي طلامر نسعى الوالي. Sarah, très belle voix et j'imagine que ce soir avec la musique, les musiciens, et bien sûr vous serez sur scène et vous allez donc enchanter le public, Inch'Allah, avec les autres invités, les autres bien sûr qui auraient donc été choisis par l'Opéra d'Alger. Alors tout un programme chargé à partir de 19h demain. Et c'est pour valoriser notre patrimoine culturel. On a essayé de faire une petite mosaïque qui célèbre la journée de Yennayer. Donc aujourd'hui, on a une star parmi nous, Inès, qui a fait le Hanwa Shabab et qui va représenter bien sûr la culture aussi berbère et bien sûr cette journée particulière. Alors en parlant donc de programme, il y a aussi le programme de Ramadan que vous vouliez donc présenter pour... Oui, on a un programme riche. Qui marche avec les attentes de notre public, fidèle public, qui attend Ramadan, c'est pour toutes les catégories, les familles, les jeunes, du chabi, de l'andalou, du moderne, du kabyle. On va essayer de satisfaire toutes les catégories et Inch'Allah, ça sera à la hauteur. Bien sûr, on sera au rendez-vous comme à chaque fois pour annoncer les spectacles et bien sûr recevoir des artistes qui viendront donc présenter leur spectacle. Eh bien, vous avez apprécié aussi la belle voix de Inès? Ah bah, complètement, bien sûr. Oui. C'est assez envoûtant. Hein. C'est ça, c'est très beau. C'est ça la diversité bien sûr de notre culture. Il y en a un petit peu à travers donc ces présentations. On peut encore une fois apprécier encore mieux. Voilà. Oui, complètement, oui. Voilà. Alors ça, c'est pour dire que vous renouez avec votre culture aujourd'hui. Oui. Et ça commence très fort avec déjà ces premiers spectacles. Le premier spectacle que vous avez donné, le Boléro de Ravel. Absolument. Et ça va continuer, bien sûr, avec d'autres spectacles, Inch'Allah.
Absolument, il y a une autre pièce qui s'appelle Sur cette terre, donc de Mahmoud Darwish. En tout cas, il y a une inspiration de ce texte-là, C'est ça. qu'on a présenté en première partie du Boléro de Ravel en tournée européenne, C'est ça. et qui est complètement d'actualité, bien évidemment, avec ce qui se passe en ce moment, ce que à à Raza, quoi nous assistons. Et cette pièce qui a été interprétée exclusivement par 2 danseurs algériens. Mon envie et mon projet maintenant est de la faire danser par 5 danseurs algériens et de la L'élargir développer, un petit peu. l'élargir absolument. Et elle sera toujours en première partie du boléro. Donc comme le boléro est une pièce qui n'est pas très longue, ça fait à peu près 15 minutes, et la première partie en fait à peu près une trentaine de minutes. Donc ça fait, en tout cas pour la tournée européenne, ça faisait une soirée complète qui était consacrée exclusivement à la compagnie Akassa Shams, la compagnie basée à Oran, et qui est algérienne. Vous avez déjà aussi tourné au niveau donc, du théâtre régional d'Oran. Absolument. Vous travaillez beaucoup là-bas, puisque vous êtes originaire d'Oran. Vous avez aussi été captivé par le texte de Assia Djebar. Ah, ça a été un choc total. Il y a fort longtemps, on m'avait une amie à moi, journaliste en France, journaliste libanaise, m'avait passé comme ça L'amour, la fantasia. Et ça a été un choc. Alors pas uniquement sur l'histoire de l'Algérie romancée par Assia, mais son écriture qui est absolument prodigieuse. Et donc je me suis beaucoup intéressé à Assia. J'ai lu énormément de livres d'Assia Djebar, son cinéma aussi. Voilà, j'aurais aimé la rencontrer, puisqu'en plus on n'habitait pas très loin. Elle habitait dans le 11e arrondissement, rue Oberkampf. Vous auriez pu. Et j'aurais pu, mais bon, on n'a pas eu cette occasion, c'est le destin, absolument. Et donc aujourd'hui, vous continuez à vous intéresser de plus en plus, bien sûr, à la culture et surtout au travail, bien sûr, de ces jeunes danseurs algériens. Oui, parce que je voudrais leur donner un maximum d'outils pour pouvoir développer leur propre... Et une visibilité, surtout. Et avoir, en tout cas, une visibilité sur les scènes internationales. Moi, mon objectif, c'est vraiment, bien évidemment, c'est de présenter le travail en Algérie, puisque je suis là aussi, non pas pour prendre et partir, mais là pour me nourrir et le présenter ici, le confronter, parce que c'est une confrontation, susciter le débat avec le public algérien, avec les professionnels algériens, et bien évidemment, ensuite l'exporter à l'international pour montrer qu'il existe une réelle particularité de danse contemporaine algérienne, qui n'est pas présente sur les scènes internationales. Et pour moi, ça fait défaut, parce qu'il y a une danse contemporaine tunisienne qui est présente, parce que la Tunisie a créé un centre de développement chorégraphique à Tunis. Et pourquoi pas? Et pourquoi ne pas le faire en Algérie, et de pouvoir, en partenariat, bien évidemment, avec différents théâtres. Le vivier existe, je vous l'ai déjà dit, et cette force, cette énergie donc, de nos jeunes Algériens existe. La preuve, on a Inès parmi nous qui est une relève aujourd'hui de la chanson, donc j'imagine qu'elle fera une belle carrière, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Donc peut-être un petit cadeau encore pour nous, une autre chanson. Bien sûr. Juste un extrait. كل ذوذ حوجتي للي كل للي تحوج الحرمة كل الحرمة تحوج ذوك لي كل ذوك لي تحوج الفهمة ثقيني تريب وذود هنا نند ثومريو خما شال الجذود سوا ثلاثي ذمنيو ثقيني تريب وذود هنا نند ثومريو خما شال الجذود سوا ثلاثي ذمنيو اكو فيك وذو شباليو أزكى الزمن في الليل أكو فيك وذو شباليو أزكى الزمن في الليل ما نكره في ذوينيو Merci, bravo. Merci Inès, on te souhaite donc bon courage et puis bonne chance pour ta carrière. J'espère qu'on aura l'occasion de te recevoir aussi avec des musiciens sur notre plateau et bien sûr un album. Adaoua, c'est le plus important. Et qui t'aide aussi dans la famille? Tes parents? Ma mère, mon père et aussi Khouali. Voilà. Eh bien, Allah Iberk. En tout cas, bonne chance à toi et puis on te recevra, Inch'Allah, très prochainement. Bon courage. Merci beaucoup. Voilà. Un dernier mot? Un dernier mot pour ta famille qui te regarde ce matin? Bon, sur la slami ou khamna gar kulli khwali ou kida kiyahmlen parce que genre les nofni صوف غار ذاقينيا نفني تنكوراجين toujours
حمل قناة 19 voilà. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Sabrina, merci. Merci à vous et au prochain rendez-vous. Inch'Allah, au prochain rendez-vous. Je sais que vous faites un travail énorme au sein de l'Opéra d'Alger. On se revoit très souvent. Pour cela. On se reverra probablement pour Ramadan, Inch'Allah. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que Sabrina Natouri, vous êtes donc chef département artistique au niveau donc, de l'Opéra d'Alger. À très bientôt et bon courage pour votre programme de demain déjà, à partir de 19h. Les billets sont déjà tous vendus, ça y est? Ça y est. En tout cas, bravo en tout cas à vous, bon courage. On remercie aussi notre chorégraphe Fazel Zegoudi. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci de l'invitation. Je vous en prie. Un dernier mot, allez-y. Que la danse algérienne contemporaine prenne toute sa place ici en Algérie et sur les scènes internationales, bien sûr. Inch'Allah. En tout cas, bonne chance à vous et bravo pour tout ce que vous faites. Et probablement, on se reverra aussi. Avec grand plaisir. Voilà. Merci. On est arrivé à la fin de l'émission. Merci à vous à tous de nous avoir suivis. Excellente matinée. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés. Et on n'oublie pas, c'est Gassam Gass à vous tous. On se reverra dès demain matin à 8h du matin. Et puis quant à moi, je vous dis, n'oubliez pas, juste après le bonjour, il y a donc l'instant matin avec Marie Moussaïd. Au revoir et bonne journée. مثل تتولم تصحيح ذنو فنها فيه أمر رغد صلو سير منو كذا ذي قذب الهم ذهنا يوشم مراد بن ثم الصيف ثقل ثم غدي ثسوها ما رقني فبذال نقول دنتم